Je ne crois pas qu'on puisse comparer. Ce n'est pas comparable. Bien sûr, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à ce problème, ou pour user de notre influence afin de s'y attaquer sérieusement. Nous réfléchissons au moyen d'une plus grande transparence. Et ça viendra peut-être à l'avenir. Mais pour le moment, ce sont des données sensibles pour nous et pour nos fournisseurs. C'est pas du vent sur RFI. Extrait du documentaire Du sang dans nos portables du journaliste Frank Poulsen. Une réaction Antonio Manganella. Alors je précise qu'on parle au fait de ce minerai du coltan qui est nécessaire à la fabrication des téléphones portables, coltan que l'on trouve notamment au Kivu au Congo. Mais une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Le débat est clair là. On est effectivement face aux contradictions dont on parlait tout à l'heure, finalement, des entreprises qui sont très présentes dans les marchés internationaux et qui se battent dans une compétition très ardue. Finalement, ils perdent un peu l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on est là sur une confrontation que les journalistes posent très bien entre compétitivité pour une entreprise et respect des droits de l'homme, enfants qui travaillent dans une mine, transparence, etc. Voilà. Et transparence. Donc voilà, les mesures que finalement aujourd'hui on applique pour essayer de réguler ce type de situation, elles sont largement insuffisantes, insatisfaisantes. Rappelons aussi que les Kivu, donc cette zone du RDC, est extrêmement riche et pourtant on se trouve dans un pays qui est parmi les plus pauvres du monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui fonctionne pas en termes de redistribution. L'exploitation dans le nord du Kivu produit environ 180 milliards d'euros par an et finalement cet argent il part soit dans des paradis fiscaux, soit auprès de grandes entreprises et finalement il n'y a aucune forme de responsabilité qui peut être engagée vis-à-vis des grands distributeurs comme Nokia, vis-à-vis de sa chaîne très longue de sous-traitance parce que les coltans, une fois extraits, ils passent par les mains de plusieurs petites entreprises et donc arrivent finalement à destination finale très tard. Alors deux questions déjà, comme la RSE, donc cette responsabilité sociétale et environnementale des entreprises est basée sur le volontariat, est-ce que c'est pas voué à l'échec finalement? Et deuxième question, une entreprise qui souhaiterait vraiment être sûre de ses fournisseurs, peut-elle contrôler réellement? Puisqu'il y a certains pays, c'est compliqué. Elle pourrait contrôler. Vous savez, moi c'est mon opinion. L'entreprise en tant que telle est une série de process. Et d'ailleurs, parfois, la plupart des process industriels, ils fonctionnent très très bien. Ils sont parfois très complexes. Donc, il n'y a pas de limite, je dirais, au possible, au champ du possible pour une entreprise. Il est vrai que le contexte du Congo est un contexte très particulier, mais attention à que justement les questions économiques, les relations économiques d'un pays avec des entreprises étrangères ne crée pas un cercle vicieux, plutôt parce qu'aujourd'hui nous savons que l'exploitation du coltan sert à financer les milices armées rebelles au nord du Kivu et donc on est vraiment dans un cercle vicieux dans lequel des ressources naturelles qui pourraient servir au développement d'un pays sont exploitées à l'inverse pour réduire les possibilités de ces pays de s'en sortir. Alors il y a un vide juridique qui fait que les multinationales ne sont pas responsables de leurs filiales. Ça c'est quand même un problème majeur. Tout à fait, c'est les cœurs du problème avec lesquels nous travaillons d'ailleurs avec des députés aujourd'hui. L'idée c'est de pouvoir rendre juridiquement responsables les maisons mères basées en France et plus largement en Europe et dans les pays du Nord vis-à-vis de leur chaîne de sous-traitance, vis-à-vis aussi de leur filiale. Aujourd'hui, une filiale, même si elle est détenue à 100% par une entreprise française, à aucun moment un juge peut mettre en question la responsabilité de la maison mère pour violation aux droits de l'homme ou à l'environnement de l'une de ses filiales à l'étranger. Antonio Manganella, restez avec nous évidemment. Nous sommes en ligne avec le député PS du Morbihan, Philippe Noguès. Philippe Noguès, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur de l'essai Responsabilité sociale des entreprises, concilier démocratie sociale, écologie et compétitivité, publié par la Fondation Jean Jaurès en septembre 2013. Et vous êtes aussi l'auteur d'une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales, on en parlait. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quelles sont les grandes lignes de cette proposition de loi? Écoutez, je crois qu'Antonio Manganella l'a bien expliqué déjà. L'objectif de cette proposition de loi, c'est bien d'instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Et en fait de faire en sorte que les sociétés transnationales
ne puissent pas faire n'importe quoi et d'éviter justement la survenance de drames, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'étranger. Et d'obtenir aussi une chose importante, c'est d'obtenir des réparations pour les victimes. En cas de dommages, en particulier portant atteinte aux droits humains ou à l'environnement. Mais est-ce que vous pensez qu'une loi française peut changer les choses quand on sait que souvent les multinationales s'affranchissent des frontières et des lois, justement? C'est vrai, vous avez raison, mais je crois que les choses évoluent beaucoup quand même dans le monde actuellement. Enfin, si on regarde les choses en France, puisque moi j'ai un petit peu commencé par la partie franco-française, si on prend une catastrophe qui s'est déroulée en France quand même, qui est une catastrophe environnementale, qui est celle de l'Erika, et moi je suis breton, c'est pour ça que je l'ai bien en tête, on a bien vu quand même que la jurisprudence a fini par payer. Alors il a fallu attendre, il a fallu 10 ans, mais je veux dire, ça a permis quand même que le jugement final soit favorable et condamne Total pour n'avoir pas fait preuve justement de devoir de vigilance. Donc on voit bien que petit à petit, la jurisprudence se tourne dans le bon sens, on va dire, mais qu'aujourd'hui, il manque clairement un instrument qui nous permettrait d'aller plus loin. Et cet instrument, c'est la loi, justement? C'est le projet de loi qu'on essaye de déposer, qu'on a déposé, et qu'on espère bien discuter dans l'hémicycle dans les semaines à venir. Mais est-ce que vous êtes suivi par vos collègues de l'Assemblée nationale? Et là, je pense, quelques politiques, familles, quelle que soit la famille politique, je vais y arriver, pardon. Alors, d'abord, premièrement, il faut dire une chose, c'est que ce projet de loi a été déposé au départ par le groupe socialiste et le groupe écologiste. Et avec Daniel Leroy. Voilà, par l'intermédiaire de Daniel Leroy. Et depuis, nous avons amené à nous, on va dire, les deux autres groupes de gauche. Donc ça veut dire que les 4 groupes de gauche de l'Assemblée ont déposé ce projet de loi. Je pense très honnêtement que nous pourrons avoir des appuis également à droite, en tous les cas au centre, je pense. Et puis, il faut bien dire une chose aussi, c'est que nous avons le soutien des 5 plus gros syndicats français aujourd'hui. Donc, alors quand on parle avec nos collègues à l'Assemblée, je peux vous dire que là, tout le monde se bat pour être présent sur la proposition de loi. Il y a un vrai soutien des députés. Antonio Manganella, une proposition de loi comme celle qu'a proposé Philippe Noguès, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que vous souhaitez, vous, à Terre Solidaire? Absolument oui, d'autant plus que on a été parmi ceux qui ont proposé. Mais vous pensez vraiment que ça peut faire changer les choses? Je pense que c'est bien évidemment la complexité de la situation nécessite plusieurs mesures. Celle-ci est une mesure qui change quand même la donne parce qu'elle introduit quelque chose qui est révolutionnaire. Finalement, ça crée un nouveau devoir pour les entreprises et finalement, ça reconnaît qu'il existe un lien juridique entre les différentes entités qui composent un groupe, ce qui est la distorsion majeure aujourd'hui, ce qui provoque, il faut pas l'oublier, un fort dumping social et environnemental aussi pour nos travailleurs ici. Donc, on est aussi dans la recherche de solutions également en Europe pour lutter contre la casse sociale et l'érosion du droit social en France aussi. Philippe Noguès, qu'en pense le patronat de cette proposition de loi? Et là, je pense notamment à la FEP, l'Association française des entreprises privées, et au MEDEF. Et on peut dire qu'ils sont un petit peu vent debout contre cette proposition de loi. Sans blague. Non, ça vous étonne. Mais c'est pour ça, je pensais en écoutant tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment pas lâcher les argumentaires de défense des droits de l'homme, bien évidemment, mais il faut à tout prix qu'on arrive à investir le terrain du discours économique. Antonio en parlait il y a quelques minutes, mais je crois qu'il faut bien rappeler à chaque fois que c'est un devoir de vigilance qu'on demande aux entreprises. C'est pas une obligation de résultat. Ça veut dire que s'ils arrivent à prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour éviter les catastrophes, ils ne sont pas condamnables. Donc on voit bien que c'est quand même pas non plus, on va pas faire tomber le ciel sur la tête des entreprises françaises, comme je dis souvent, parce que c'est quelque chose qui n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'ils essayent de nous faire croire. Je veux dire, donc, je dirais même que cette PPL, c'est presque l'opportunité pour les entreprises françaises de se positionner. Que je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même un mouvement qui monte dans le monde. Et d'organiser justement ce devoir de vigilance qui s'imposera, moi je le crois vraiment inexorablement, je dirais d'ailleurs heureusement, dans les années à venir. Voilà, il y a déjà des législations comparables qui existent un petit peu dans certains pays occidentaux proches, et le phénomène se développe aussi sur la planète. On peut rappeler que l'Inde vient d'imposer à ses entreprises de consacrer 2% de leurs résultats imposables aux activités de RSE. Vous voyez, c'est quand même... Oui, ça montre une évolution. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on en parle uniquement de la RSE quand il y a des catastrophes malheureuses? Je pense là au cas de l'usine Rana Plaza au Bangladesh qui a fait 1500 morts dans des ouvriers du textile. Et malheureusement, il est déjà trop tard à ce moment-là. Et moi, je me bagarre pour qu'on
on en parle toute l'année, tout le temps, aussi bien en France qu'à l'étranger. Il a été installé en France l'année dernière une plateforme sous l'égide du Premier ministre, à laquelle Antonio Manganella participe d'ailleurs, et à laquelle je suis également, dont je suis également membre, et qui regroupe justement toutes les associations patronales, toutes les organisations patronales, tous les syndicats, les ONG, des experts académiques, on va dire, et donc tout ce monde-là travaille pour essayer de développer la RSE en France comme à l'étranger. Je pense qu'on a encore du travail devant nous, beaucoup de pédagogie à faire, mais la RSE devient un outil pour sortir de la crise, et ça aussi je le dis souvent, mais sortir de la crise par le haut. Et c'est une bonne chose. Merci infiniment, Philippe Noguet. Je rappelle que vous êtes député PS du Morbihan et auteur d'une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales.